Matt reçoit des personnalités inspirantes. Découvre-les à cœur ouvert. Le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes numériques. Salut, moi c'est Matt. Je suis très heureux de te faire découvrir à cœur ouvert tout un panel de personnalités qui ont eu et ont encore aujourd'hui une vie inspirante. Parce que j'approuve et je prône la citation « Tout est possible à qui rêve, ose et n'abandonne jamais » parce que chaque chose concrète part d'une envie et d'une imagination. Peut-être arriveras-tu à faire des parallélismes entre ta vie et celle de mon invité. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir le footballeur international français Vikash Dorasso. Il a joué au Havre, à Lyon, à Bordeaux, au PSG, au Milan AC, tout en partageant les vestiaires de l'équipe de France de Zidane. Il est également consultant, joueur de poker étant passé par la team Winamax, acteur, écrivain et homme politique se présentant d'ailleurs aux dernières élections pour la mairie de Paris. Comment a-t-il fait pour en arriver là? Voici Vikash Dorasso, à cœur ouvert. Salut Vikash. Salut. Merci beaucoup de m'avoir laissé un peu de ton temps pour pouvoir nous raconter un peu ton parcours, ta vie, etc. Je suis très content de te recevoir. Est-ce que tu pourrais te présenter? Comment tu te présenterais aujourd'hui? Alors, on sait que tu es footballeur, mais tu fais plein d'autres choses à côté. Comment tu te présenterais? Le plus simple, c'est de me présenter physiquement. Alors, je suis Vikash Dorasso, je fais 1m69 à peu près. Et là, je suis plutôt en forme, donc je dois faire 64-65 kilos. Ok, standard pour un sportif. Ouais, c'est surtout, c'est comme ça qu'on se présente. Nous, normalement, sur nos feuilles Panini, là, nos petites cartes Panini. C'est vrai, ça devait être génial d'avoir sa propre carte Panini d'ailleurs. Ouais. Alors, est-ce que toi, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux nous raconter ton enfance, ta jeunesse, où je sais que tu as grandi au Havre, que tu es originaire donc, par tes parents de l'île Maurice. Comment était ta jeunesse et qu'est-ce qui t'a amené à devenir footballeur? Mais déjà, on va parler globalement du coup de ta jeunesse. Comment elle était? Comment tu l'as décrit? Mes parents viennent de l'Inde, mes parents viennent de l'île Maurice, mes frères et sœurs sont nés à Maurice et moi je suis le seul à être né en France. Je suis né au Havre, donc à Harfleur, puisque la maternité du Havre était dans le petit village d'à côté. Ok. Et puis j'ai grandi à Cocrioville, un gros quartier du Havre sur les hauteurs, à l'entrée quand on arrive par l'autoroute qui vient de Rouen, de Paris. Cocrioville, c'est une cité, cité dortoir un peu, cité HLM avec mon immeuble, mon HLM au 34 rue Cavellina, là où j'ai grandi. Et puis il faisait bon vivre, on jouait au football. En bas de l'immeuble, et puis j'allais à l'école à côté, à l'école Édouard Vaillant. D'accord. Elle existe toujours? Je crois, oui. Ok. Ma sœur est institutrice et elle y va parfois donner des cours. Génial. Et mes copains s'appelaient Faille, Crevette. Voilà, on jouait en bas de l'immeuble tous ensemble. Et est-ce que c'est là-bas que tu as eu les premières vocations pour le football ou c'est venu bien plus tard quand tu as vu? Non, c'était en bas de l'immeuble. C'est là qu'on joue tous. De toute façon, dans un quartier comme Cocrioville, c'est classe populaire, pas mal de gens issus de l'immigration aussi, qui travaillent, qui sont souvent ouvriers, avec des parents qui sont souvent ouvriers. Souvent le père qui travaille, la mère qui travaille pas. Pourtant la mienne a travaillé par la suite, mais nous, les enfants, un truc qui est gratos, c'est quand même d'avoir un ballon et de jouer au foot en bas d'immeuble. Bien sûr. Et donc, tout petit, déjà, tu t'es dit, je veux être footballeur. T'avais pas... Non. C'était quoi ton premier métier de rêve? Ton premier rêve? J'ai d'abord joué au foot dans mon club de quartier qui s'appelle le Havre Cocrioville Sportif. Ok. Et puis après, j'ai été repéré par le HAC, donc le grand club. Le HAC, c'est le club de professionnels en fait, du Havre. C'est le club doyen, le plus vieux club de France. Ouais. C'est par le HAC que le foot est arrivé. Et puis quand je suis allé au HAC, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais bon. Puis les autres aussi m'ont fait sentir que j'étais bon et que peut-être je pourrais. Mais je savais pas qu'on faisait un métier, le football, quoi. Oui. C'est que j'ai découvert ça. T'as découvert ça vers quel âge, tu sais à peu près? T'as fait un centre de formation? Comment ça s'est passé pour toi? Oui, j'ai fait le centre de formation du Havre, mais comme j'habitais chez mes parents, j'ai pu aller au collège, au lycée, à la fac. Ok. En étant sous contrat avec le club. Et sous contrat déjà presque professionnel en fait? Ah non, c'est les contrats aspirants, apprentis,
Après stagiaire, c'est des contrats logiques, c'est des suites logiques. Ok. Ah, je savais pas que ça existait aussi pour le foot, tu vois, j'apprends quelque chose. Et donc, après, t'as fait tes débuts en professionnel au Havre. À quel moment tu t'es dit vraiment, ok, le foot, je pense que je vais en faire, parce que je crois que tu as fait des études un petit peu avant, après le lycée, non, d'économie, si je dis pas de bêtises. Ouais, je suis allé à la fac, mais j'avais déjà en tête d'être footballeur, hein, mais c'était une sécurité d'avoir mon bac. Ouais. Pour si jamais ça marchait pas au foot, j'aurais pu pour reprendre les études, quoi. Bien sûr. Donc oui, je sais pas, à 15-16 ans, j'ai compris que oui, je jouais en cadets nationaux. J'étais jeune et je jouais déjà en cadets nationaux. Et puis là, j'ai pas été, enfin c'est comme ça, c'est la vie. J'ai pas été très chanceux. J'ai été 2 fois opéré à 16 ans et 17 ans d'une hernie discale et d'une pubalgie. Ça t'a freiné? Oui, bien sûr. J'ai pas joué pratiquement pendant 2 ans. Donc quand je suis revenu à 17 ans et demi, 18 ans, les autres avaient pris de l'avance, mais le club m'avait quand même gardé sa confiance et puis il m'avait fait prolonger mon contrat. Et puis j'ai bossé, puis je suis revenu au niveau. Et puis après, j'ai commencé à jouer en 3e division. Et puis après, j'ai intégré le groupe professionnel. Super. Alors, je pense que quand tu es jeune, quand tu as, je sais pas, du coup, 17-18 ans, quand tu intègres le groupe professionnel, c'est ça à peu près? Non, plutôt 19 ans. Plutôt 19 ans. À 19 ans, quand tu as des agents, de joueurs qui commencent à venir te rencontrer, essayer de te recruter, etc., de faire des propositions d'argent assez importantes, alors que tu viens d'un milieu assez modeste, comment tu réagis en tant que jeune quand tu as le premier show business, ou je sais pas comment on appelle ça dans le foot, mais le premier business model du foot qui apparaît sous tes yeux et qui devient concret pour toi en fait? En fait, je viens pas du tout de cette époque-là, moi. D'accord. Je viens des années 70, je suis formé dans les années 80, j'habite chez mes parents, je vis chez mes parents, je suis formé dans ma ville. Et moi, je viens d'une époque où il n'y a pas de téléphone portable, hein, ça n'existe pas. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai eu un téléphone portable à 24 ans. Hein. Donc, ça veut dire que les agents n'existent pas non plus quand on est jeune. Vous gérez le business du foot tout seul, en fait. Mais il n'y a pas de business du foot, ça n'existe même pas. D'accord. En fait, quand je signe mon premier contrat avec Le Havre à 15 ans, je signe apprenti, je touche 1000 francs. Okay. Qui correspond à 150 € aujourd'hui. Et après, je touche 1200, après voilà. Mais j'ai un contrat avec Le Havre, et à l'époque, les contrats, l'arrêt Bosman n'est pas arrivé, et donc on appartient au club. Donc moi, je dois signer au club à chaque fois que le club me propose une prolongation, jusqu'au moment des professionnels où je dois signer 4 ans pro, avec, si je fais plus de 120 matchs pendant ces 4 premières années, je dois une année à mon club. Ok. Je suis obligé de rester une 5e année. Et moi, j'ai découvert les agents à, je sais pas, 22, 23 ans. J'ai eu un agent à 22 ans. Et tu peux nous raconter la première rencontre que tu as eue avec un agent? Comment ça s'est passé? Un agent qui s'appelait Jeanne Auvert, qui est par l'intermédiaire de son assistant ou son coéquipier, je sais pas trop, qui avait appelé mes parents, puis parce qu'il m'a vu jouer à Metz. Et ouais. J'avais bien joué, et il m'a appelé pour me dire ouais, il aimerait bien travailler avec moi et tout. Et puis il avait proposé de l'argent à mon père, et mon père avait dit non, tu signeras pas avec lui. Il m'a proposé de l'argent, c'est pas sain, c'est pas honnête et tout. D'accord. Et puis après j'ai signé avec Alain Migliaccio, et qui a été mon agent toute ma carrière. D'accord. Et ça a été c'est l'agent de Zidane aussi, il me semble, non? Oui. Ouais. D'ailleurs, en parlant de Zidane, les premiers pas, parce que bon, tu as eu une carrière footballistique incroyable, j'aimerais bien ratisser un peu toute ta vie, donc je vais pas faire club par club, etc. Tu as joué jusqu'au Milan AC à l'international, tu as joué à Lyon, au PSG, à Bordeaux, au Havre, hein, comme tu l'as dit. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça fait quand tu intègres l'équipe de France pour la première fois, que tu portes le maillot en 99 contre l'Ukraine pour la première fois de l'équipe de France, et que tu te retrouves avec en plus l'équipe de 98, donc une magnifique équipe, etc. Ça devait être quelque chose quand même pour un jeune comme toi d'arriver dans une équipe pareille en fait. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de chance, et j'ai intégré la première fois l'équipe de France, c'était les champions du monde. Bah ouais. Et puis ils étaient très forts, ils jouaient tous dans les plus grands clubs, ils jouaient tous la Coupe des Champions, alors que moi je jouais la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA. Et puis ils étaient ultra forts, c'était assez impressionnant.
Ça s'est pas super bien passé. Voilà, c'était ma première expérience. C'est comme ça, mais c'était assez exceptionnel. Ouais. Le niveau des joueurs, à l'entraînement, le niveau était assez impressionnant. Ouais. C'est quelque chose que je pourrais comparer à ce que j'ai vécu quand je suis arrivé au Milan AC. Ouais, ça m'étonne pas. Et encore, ça doit être encore plus fort parce que c'est le maillot de ton pays, c'est incroyable. Ouais. Et pourquoi tu dis que ça s'est pas bien passé? J'ai pas été très très bon et donc j'ai joué contre l'Ukraine. Après, j'ai joué le match d'après contre l'Andorre, titulaire. Et après, l'entraîneur a décidé de ne pas me reprendre la fois d'après. Et puis après, j'ai eu un gros moment sans l'équipe de France jusqu'à l'arrivée de Domenech en sélection. Et là, il m'a pris. Et on est d'accord, je pense qu'en tant que sportif ou même footballeur sportif, on va prendre globalement les sportifs, vous êtes très souvent confronté à l'échec, à la défaite. Moi, dans le podcast que je suis en train de faire, qui s'appelle À cœur ouvert, j'ai vraiment envie d'axer aussi sur cette notion d'échec qui paraît être un échec toujours à premier abord, mais qui sur le long terme, en fait, au final, te construit et est ultra positif pour la suite de ta vie. Est-ce que toi, quelle est ta définition de l'échec pour toi et qu'est-ce que t'en tires? C'est que oui, moi je m'étais blessé par exemple quand j'étais jeune. Par exemple, j'ai failli t'en parler tout à l'heure, mais voilà, on peut se blesser, on peut être sur le banc de touche, on peut être en tribune, il y a un mec qui peut prendre ta place, qui est meilleur, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont te construire. Même la défaite d'un match en fait, tout simplement. Ouais, perdre un match, perdre sa place. Et puis, c'est la capacité à rebondir qui est importante. La défaite, c'est une donnée de départ dans le foot, par exemple. Jouer en début de match, on peut perdre et gagner. Mais nous, c'est plutôt une donnée qui est assez bien intégrée parce que on démarre un match, on n'imagine pas perdre. Pourtant, parfois, ça m'est arrivé de jouer le Havre contre le Paris Saint-Germain ou contre Marseille. C'est complètement déséquilibré. Et pourtant, on a été capable d'aller bien jouer. J'ai perdu une finale de Coupe du Monde, j'ai perdu une finale de Coupe des Champions. Donc vraiment, on est capable, nous, d'accepter de vivre avec et même maintenant, du coup, de te renforcer encore plus vite que les autres grâce à ça. Bien sûr. Et est-ce que ça te sert aujourd'hui dans toutes tes autres activités de toutes ces notions-là, justement, d'encaissement, la dureté du football, parce qu'on voit le côté positif, etc. Mais il y a aussi le côté dur, comme tu as dit, le côté compétitif, que ce soit entre équipes, mais aussi entre joueurs, etc. Ça doit te servir, ne serait-ce qu'en politique aujourd'hui, au poker auparavant, je ne sais pas si tu joues encore. Tout ça, ça te sert énormément, je suppose. Bien sûr. On est capable de se remettre de beaucoup de choses, nous. On est capable d'y retourner, quoi. Je veux dire, je perds un match, j'ai pas joué, je me suis blessé, etc. Et le lendemain, j'y retourne. Voilà. Résilience, voilà. Et puis, nous tous, nous tous les joueurs de foot, on est construits comme ça, tous les grands sportifs d'une certaine manière. Il faut être fort mentalement. Donc, ça me sert tout le temps. Oui. Moi, je pense que malheureusement, on n'utilise pas assez la force mentale des grands sportifs pour les utiliser ailleurs. Et ça, est-ce que c'est ce que tu aimerais instaurer, toi, en politique est-ce que, par exemple, on parlera un peu plus dans le détail de la politique après, te concernant vraiment dans ce que tu as envie de faire, etc. J'ai plein de questions à te poser. Mais si demain, admettons, tu es ministre des Sports, qu'est-ce que tu ferais justement pour aller dans ce sens-là? Aujourd'hui, là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sport amateur, mais qui est lié au sport. Oui, parce que les amateurs, après, vont potentiellement devenir professionnels aussi. Oui, puis, mais là, on le voit bien avec la crise d'aujourd'hui, là, ce qui s'est passé, le confinement. Les gens, ils ont tout de suite voulu aller recourir, aller remarcher, aller rebouger. Et je pense que le sport est dans un moment comme celui-ci à quelque chose de très important. La ministre a pris la parole pour dire dans le monde d'après, le sport ne sera pas prioritaire. Elle avait dit ça, ce qui était une catastrophe. Je veux dire, le sport, il devrait être prioritaire. C'est quelque chose qui est gratuit. C'est ce qui allie les gens aussi, le plus, je pense. Ouais, en tant que ministre des Sports, oui, je miserais sur le sport pour en cohésion, lien social, motivation, bien-être, etc. Mais et puis au niveau professionnel, il y a plein de choses à faire.
il faut comme le monde d'après, au niveau économie, social, écologique, etc., on doit le repenser. Pour moi, sortir du capitalisme, du libéralisme, c'est pareil dans le foot. Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais c'est marrant en tant que footballeur d'être presque anti-libéraliste, comme tu dis, et d'être plutôt de gauche, etc. On pourrait, en tout cas, de premier abord, moi, de premier abord, quand j'ai vu que tu étais plutôt axé, alors maintenant, je me suis renseigné beaucoup sur ton histoire, etc., et je comprends beaucoup mieux d'où ça vient, tout ça. Mais c'est vrai que je pense que la plupart des sportifs sont plutôt libéralistes, etc., quoi. Ils pensent différemment de toi. Toi, t'es vraiment un peu un ovni dans ce monde-là, à ce niveau-là. Je sais pas si je suis un ovni, mais si je le suis, pourquoi pas. Ah ouais, non, c'est pas négatif, au contraire. Oui, je suis très à gauche, oui. Le capitalisme, le libéralisme nous a emmenés dans le mur, donc il faut aller vers autre chose. Mais moi, quand j'étais footballeur, j'ai été un salarié d'une entreprise. Je suis un salarié un peu particulier, puisque je suis un salarié qui touche quand même beaucoup d'argent, qui est plutôt célèbre, qui est privilégié. Mais je reste néanmoins un salarié. C'est pas moi qui... je veux dire, c'est les patrons des clubs et puis tout ce qui va avec qui se fait beaucoup d'argent, hein, beaucoup plus. Et oui, je pense qu'on doit changer de modèle, même dans le foot. Pour revenir justement sur le foot, qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui a envie de se lancer dans une carrière de football? Juste avant que tu me répondes, j'ai vu que toi, par exemple, tu avais dit dans une interview que si c'était à refaire, tu le referais pas, alors que tu as eu une carrière incroyable, etc. Pourquoi avoir eu cette affirmation-là, et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de se lancer dans le foot, ou dans n'importe quoi d'ailleurs, quelqu'un qui a envie de se lancer dans quelque chose de grand, parce que une carrière de footballeur, c'est ce qui fait rêver tous les jeunes. Moi, par exemple, j'ai rêvé d'être footballeur quand j'étais jeune, donc je suis trop content de discuter avec toi là. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer là-dedans? Ce que j'avais dit, c'était peut-être après la carrière, et c'était pas facile après la carrière d'arrêter le foot. Et donc, je cherchais ma voie. Je crois que là, j'ai trouvé un peu ma voie, et je pourrais dire que peut-être je le referai. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'était un moment fabuleux de ma vie, très intense, avec plein de choses. Tu embarques ta famille aussi, tes amis dans cette histoire. J'ai vécu des moments incroyables. C'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'après, quand tu t'arrêtes, c'est très dur. C'est bizarre. Mais en même temps aussi... en plus, tu t'arrêtes jeune, quoi. En plus, c'est ça qui est terrible. Et puis surtout aussi, c'est dur le métier, quoi. C'est un métier dur. C'est hyper dur, quoi. Je veux dire, j'ai les 2 chevilles pétées, et en même temps, je peux pas me plaindre. À aucun moment je me plains, quoi. Mon oncle était maçon, quoi. Par rapport à mon oncle, mais voilà, c'est un métier difficile avec beaucoup de sacrifices. Et puis c'est surtout pour les gens, je leur dis aux gamins, tu me posais la question, allez-y à fond, allez-y. C'est difficile, il y aura peu de jeunes qui seront footballeurs, mais si c'est ça votre rêve, il faut y aller, il faut y aller. Et alors, est-ce que pour toi, là je vais te parler de la notion de talent. Par exemple, il y a Brel qui dit dans une citation que le talent n'existe pas et que la seule chose qui existe, c'est l'envie. L'envie de faire quelque chose qui développe en toi une sorte de force qu'on appelle, entre guillemets, le talent, du coup. Est-ce que tu es d'accord avec cette citation-là? Et est-ce que pour toi, pour être footballeur, est-ce que toi vraiment tu avais l'envie d'être footballeur, ou est-ce que tu t'es rendu compte un peu inconsciemment que tu avais le talent que d'autres n'avaient pas? Je serais plutôt d'accord avec Brel, hein. Le talent, c'est... Là, je regarde en ce moment la série sur Michael Jordan. Ouais. Jordan, c'est un mec qui a bossé comme un malade, quoi. Bah, c'est ça. Entraîné comme un malade. Est-ce qu'il avait plus de talent qu'un autre? En tout cas, déjà, il faut être grand au basket. Ouais. Déjà, c'est au point de départ, t'es pas grand, c'est foutu. Mais après, t'as des capacités. Et qu'est-ce que t'en fais? Il y a des gens qui vont bosser sur ces capacités, sur ce talent, et ils vont passer. Il y en a qui vont pas bosser et qui ne passeront pas. Il y en a qui vont bosser avec moins de talent, moins de capacités au départ, et puis ils vont être des très grands joueurs. Donc oui, je crois beaucoup au travail, je crois beaucoup à l'investissement, à la niaque. Ok, super. C'est parce que tu vois, pour un sportif et un footballeur, je trouve ça génial que tu aies ce discours-là. Par exemple, avec Pierre Calamusa, dans l'épisode précédent, qui est un joueur de poker. D'ailleurs, tu as été joueur de poker dans la même team que lui, donc on va en parler après, évidemment. Mais lui, il avait justement plutôt un discours inversé. Donc,
Donc voilà, je vais poser cette question, je pense, à tous mes invités. C'est une question intéressante et je pense que ça peut donner du coup envie aux gens, surtout quand tu portes le discours que tu viens de porter, de faire quelque chose à fond, parce que vraiment, je pense que c'est avec l'envie et la passion. Moi, voilà, je parle vraiment de mon opinion. Enfin, j'ai la même que toi, du coup, tu peux faire plein de choses trop cool, quoi. Donc, en parlant de poker, toi, tu t'as découvert le poker il y a 10-12 ans, il me semble. Pendant que je jouais dans ma carrière, en 2003, 2002, 2003, 2004, je commençais déjà à jouer sur Internet. Et juste pour le fun au début, vraiment en récréatif. Ouais, parce qu'en fait, on allait en mise au vert et on faisait rien et pour passer le temps, je jouais au poker. Ok. Et comment tu t'es dit, vas-y, je veux en faire quelque chose de concret? À la fin de ma carrière, Winamax m'a proposé de jouer quelques tournois. J'ai accepté, c'était super. Ouais. Et comme j'ai arrêté le foot, d'avoir quelque chose pour m'aider à faire la transition, avec aussi rejouer. Moi, j'aime jouer, quoi. C'est ça. Foot. Là, je joue au poker, affronter les autres, la compétition, l'adrénaline, etc. J'avais envie. Et puis ça a marché, j'étais content. Tu réponds un peu à la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu vois comme similitude entre le foot et le poker, donc l'adrénaline, la compétition, etc. C'est ça en fait du coup. Okay. Oui, bien sûr, c'est ça, ouais, carrément. Et affronter les autres. Ouais. Battre les autres. La stratégie, je pense qu'il y a beaucoup de stratégie dans le foot. Ouais. Génial. Et donc, ça t'a fait combien de temps t'as été team pro Winamax? Je sais pas, je dirais 5-6 ans peut-être. Et tu joues encore de temps en temps un petit peu? Non, je joue jamais, non. Non? Ok. Et quelle est ta meilleure perf? J'ai gagné pas mal de gros tournois. Hein. J'ai gagné des gros tournois en live, j'ai gagné des gros tournois sur Internet, sur PokerStars, sur Winamax. Voilà, moi j'ai arrêté parce que j'avais fait le tour, quoi. Et ouais. Puis moi j'avais affronté les meilleurs, j'avais pu jouer contre les meilleurs, ça me suffisait, quoi. T'as fait le main event WSOP ou? J'ai pas fait, je suis jamais allé à Vegas. Ok. Et c'est un rêve quand même qui reste un peu dans ta tête ou pas trop? Non. Ok, t'as nexté complètement le poker. Maintenant on va parler politique du coup. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, pas de souci. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc tu te lances en politique, tu te présentes à la mairie de Paris avec Décidons Paris aujourd'hui, ton propre parti, mais qui est quand même soutenu par le parti de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi avoir fait ce choix de se lancer en politique? Manger un bonbon. Hein. Pas de souci. Trop bon. Tu couperas au montage? T'inquiète, pas de souci. Ça fait un truc marrant, hein, mais je peux le couper. Ouais, comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Vas-y. Je vous montre ce que j'ai mangé, j'adore. Vas-y. Trop bon. Petit placement de produit, les cerises bonbons pour ceux qui écoutent en audio. En fait, où j'habite aux Abbesses, il y avait un petit terrain de jeu qui a été installé et que les riverains voulaient se faire supprimer parce que ça créait quelques nuisances d'après eux. D'accord. Et ce petit terrain a amené des petits jeunes du quartier qui habitaient là, mais qui n'avaient pas d'endroit pour jouer, pour faire du foot, pour faire des jeux avec leurs potes et leurs copines. Et on s'est rendu compte que les gens qui voulaient plus ce petit terrain, ils avaient privatisé l'espace public, le square était devenu leur jardin, et qu'ils allaient choisir qui avait le droit d'accéder ou pas à l'espace public. Et nous, on s'est battus pour le garder, et on a gagné. Et ça m'a donné envie de me présenter et d'aller plus loin. Et ça remonte à combien de temps à peu près? Il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, et ça t'a donné envie d'un coup d'aller plus loin et de t'engager. En plus, à mon avis, comme tu as une petite notoriété, etc., tu t'es dit qu'il y avait peut-être des choses à faire. Peut-être que tu avais déjà participé à des associations ou des choses comme ça, un petit peu politisées. Ouais, c'était important parce que le maire du 18e arrondissement, PS, donc Hidalgo, qui était en responsabilité, a mal géré ce moment. Ok. Et évidemment, c'est lui qu'on a eu comme interlocuteur. Et je me rendais bien compte que pour lui, c'était pas très important ce qui se passait pour ces gamins-là. Il y avait donc évidemment la place du politique, il y avait l'argent public, il y avait l'espace public, il y avait les discriminations, les inégalités que la vie peut provoquer. Et en me rendant compte, en allant sur le terrain, je me suis rendu compte que dans mon arrondissement, il y avait énormément d'inégalités que je connaissais, mais que je voyais se creuser.
Et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'investir, parce que je voyais bien que le maire du 10e arrondissement s'intéressait qu'à une partie de la population, notamment celle qui est privilégiée, plus riche et qui vote pour lui. Et je me suis dit, il faut que je m'engage, parce que j'ai pu aider des gamins, je peux peut-être aider d'autres personnes. Et j'ai été très fier de pouvoir rejoindre Décidons Paris et pouvoir porter une campagne. Voilà, aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris, Édouard Philippe a annoncé que le deuxième tour serait rejoué bientôt, au mois de juin. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Donc moi, je ne suis pas qualifié au deuxième tour, donc c'est fini. Okay. Et il va falloir voir peut-être t'allier à un autre parti. Non, pas du tout. Non, okay. Je suis proche de la France Insoumise. Ils ont des valeurs qui me vont bien, tourner vers les classes populaires. Moi, je me bats beaucoup aussi. Ce qui est important dans mon engagement, c'était aussi le fait de venir être issu des classes populaires et de l'immigration. C'était pour moi représenter la diversité et que les gens de la diversité puissent se reconnaître aussi en moi. Voilà, ça n'arrive pas souvent que quelqu'un issu de l'immigration, noir, arabe, moi je suis indien, se présente à une élection importante comme les élections à Paris. C'est pour ça aussi que je l'ai fait, évidemment. Et alors, ce serait quoi ta politique idéale en quelques mots, si tu avais, on va dire, les 3 choses vraiment fondamentales à changer dans un premier temps pour toi, que ce soit en France ou à Paris, tu dois avoir quelques idéaux que tu aimerais appliquer si un jour c'est possible pour toi. Qu'est-ce que ça serait? Hier, j'étais à une marche. Il y a un gamin de 18 ans, un jeune adulte qui est mort, Sabri. Donc j'étais à la marche blanche à Argenteuil. Et j'ai vu, voilà, j'étais présent, je viens d'un quartier populaire, je viens d'une cité. Mais aujourd'hui, les inégalités, les discriminations se sont accentuées, les violences policières ont augmenté. Et je crois que c'est ça qu'il faut changer immédiatement en France. Donc tu changerais la police municipale? Moi, je suis contre la police municipale, mais c'est même pas la police là. Ces gamins, ils sont pas des sous-citoyens. Ils habitent en France, ils sont français, on doit les respecter. Et moi, je mettrais évidemment le paquet pour Argenteuil, pour la Seine-Saint-Denis, pour Barbès, pour Charles l'Hermite dans le 18e. Pour qu'ils soient dans de meilleures conditions et que... C'est juste une question d'une volonté politique. Mettre les moyens dans ces quartiers-là, c'est des moyens évidemment financiers et humains. Et à des problèmes sociaux, mais on envoie des mesures sociales et on règle les problèmes. Une question qui a vraiment, qui est toujours un peu dans cette même veine justement de la diversité, etc. Qu'est-ce que tu penses du fait que, en gros, moi, je trouve que le côté politique de gauche et de droite, c'est un peu old school. Et juste, en fait, de parler de gauche et de droite, ça va à l'encontre de la diversité, en fait. Je pense qu'il y aurait peut-être une possibilité de créer une politique effectivement complètement diversifiée, etc. Avec, par exemple, des gens... par exemple, au ministère, un ministre des Sports, tu serais très bien en ministre des Sports, un footballeur. Voilà, à chaque fois, chaque ministère doit être représenté par quelqu'un d'expert dans son domaine, d'après moi. C'est ce qui ferait avancer les choses de la meilleure façon. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, du côté gauche-droite toujours... J'ai l'impression que ça divise les gens, en fait. Juste ça divise les gens. Ouais, ce que je remarque, c'est que là, on a essayé d'être unis autour de l'écologie. Par exemple, on parle plus de droite, plus de gauche. On n'a pas réussi. Ça nous a divisé, l'écologie. Moi, je suis de gauche. Je vois pas comment... Là, j'ai bien vu, pendant la campagne, quand tu es de gauche, comme moi je le suis, il y a une vraie différence entre la personne qui est de droite. Donc c'est compliqué de trouver des points de convergence. En façon de penser ? Ah bah oui, quelqu'un qui décide de prendre l'argent et de faire du profit, et moi qui prends l'argent et qui décide de le partager, c'est deux mondes. Ouais. Donc après, si on peut se rejoindre, pourquoi pas, mais moi je pense qu'il faudrait qu'on ait... pour ça que notre appel était important, l'appel de Décision Paris, on luttait contre toutes les discriminations. On était féministes, antiraciste, écolo, social, démocratique évidemment, puisque
Le but, c'était de prendre le pouvoir légalement, mais de le redonner aux gens. Donc, si des gens à droite veulent bien un parti qui lutte contre toutes les discriminations, toutes, bah oui, ils sont les bienvenus. Mais je pense que ce genre de parti est de gauche. Ouais, d'un côté, je peux comprendre, c'est vrai que dans tous les cas... Dignement, reloger les sans-papiers, reloger les SDF, lutter contre la précarité, c'est pas très de droite tout ça. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu utopique. Et c'est ça, ça doit être la jeunesse. Et effectivement, je suis beaucoup moins informé que toi. Surtout que toi, t'étais sur le terrain, du coup. Mais c'est vrai que je me dis, mais je comprends pas. Il doit y avoir un truc qui fonctionne pas dans cette politique-là. Si ça divise tout le temps les gens, déjà, il y a quelque chose qui va pas. Mais en fait, c'est vrai que dans tous les cas, l'humain ne pense pas pareil. Donc, c'est pas possible de. Enfin, chaque humain ne pense pas pareil. Donc, c'est pas forcément possible de rallier toutes les idées ensemble, même si. Peut-être qu'un jour on trouvera un système qui convient à tout le monde, je sais pas, ça serait cool. Toi la politique que tu avais pour idée d'instaurer réellement, elle était très de gauche. Mais est-ce que tu penses que tu aurais pu axer certaines idées qui plaisent vraiment à tout le monde et te mettre entre guillemets le moins de gens à dos? Bah, j'y suis allé avec mes convictions, avec mes valeurs et avec ce en quoi je crois. Par exemple, nous, on était contre la police municipale. On était le seul parti à proposer ça. Mais parce qu'en fait, la police n'a jamais rien réglé, puisque on met de la police, on met des agents municipaux, on met des médiateurs, et en fait, il y a encore de la violence, il y a encore de la délinquance. Donc ça veut pas dire que le problème, il n'est pas de sanctionner ou de réprimer, ou il est de mettre, je sais pas moi, tu poses la question à des gamins dans les quartiers, c'est quoi ton problème? Ils te disent, c'est la police qui nous contrôle tout le temps. Parce que ces gamins, ils n'ont rien. Dans le 18e arrondissement, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de parc. Les gamins, ils n'ont pas d'endroit pour aller se poser. Là, on le voit bien, quand on ferme les quelques parcs, les gens, ils sont assis par terre. Il n'y a même pas de banc public. Il n'y a même pas de banc. Mes filles, là, elles ne savent pas où se mettre, où s'asseoir. Quand les parcs sont fermés. On a des parcs en France, on n'a pas le droit d'aller sur les pelouses. Ouais. Ouais, c'est pour la à Paris. Je crois que c'est qu'à Paris. Ouais. Mais c'est ouf, c'est vrai. Je me suis rendu compte de ça il y a un an ou deux quand j'y vivais et c'était assez impressionnant. Ouais. N'importe quoi. Et tout ça parce qu'on a fait des parcs, des jardins, le nôtre à la française, là, à Versailles. On croit que les parcs et les jardins, c'est juste pour regarder. Qu'est-ce que tu ferais pour les jeunes, toi? Déjà, je leur donnerais la parole. Je leur poserais des questions. Parce que moi, à 46 ans, à vrai dire, je suis déjà trop vieux. Et ils savent mieux que moi. Alors, on a quand même pu leur parler. Et puis moi, j'ai des filles. Et ma fille, par exemple, elle a envie... elle fait de la danse. Elle, pendant son année, elle a cherché des studios de danse pour pouvoir faire de la danse avec sa copine. Et c'était très dur. J'ai demandé à des petits jeunes qui faisaient du rap. Ils n'avaient pas de studio pour enregistrer. Il y a des gamins, ils voulaient faire du sport, ils n'avaient pas d'endroit pour faire de sport. C'est quand même pas très compliqué tout ça, hein, ce que je propose. Ouais. Je demande pas de les emmener au théâtre, je demande rien. Hein. Juste qu'ils aient quand même quelques supports pour. 0 francs. Hein. Ouais. Juste les aimer, les écouter, leur donner des choses. Je sais pas, ouvrir les stades, ouvrir les parcs, ouvrir les studios d'enregistrement, faire en sorte que la culture leur arrive. Et s'intéresser à leur propre culture à eux. Ils ont déjà plein de choses, ils font des choses. Ils nous attendent pas. Hein. C'est vrai. Avec Internet, en plus, maintenant, on peut faire plein de trucs. Il n'y a même pas besoin de studio d'enregistrement. Moi, j'ai fait des débats pendant la campagne sur la culture, par exemple. On était une fois au Lavoir Moderne, dans le 18e arrondissement, à Barbès. Oui. On parlait... il fallait parler de la culture dans les quartiers populaires. Et à un moment, je leur ai dit, mais en fait, là, vous ne regardez pas, on est 250, il n'y a personne des quartiers populaires, il n'y a pas un seul jeune. Parce qu'ici, ils ne rentrent pas. Soit ils ne se l'autorisent pas, soit on ne se l'autorise pas. Donc là, on est entre nous, on est en train de discuter pour eux, sans savoir ce qu'ils veulent et sans qu'ils soient là. Et c'est tout le temps comme ça. D'accord, donc tu serais surtout à l'écoute d'eux, tu irais les voir et tu t'apporterais ce dont ils ont besoin, surtout dans le côté culturel, quoi. Ce qui est en même temps très legit, je pense. La culture, l'éducation, c'est central. Hein. Et alors,
tu penses pas qu'aujourd'hui, c'est un peu, je passe du coq à l'âne, mais d'un côté, il y a quand même un lien. Qu'est-ce que tu penses d'Internet, toi, aujourd'hui? Parce que comme tu disais, ton premier téléphone portable, tu l'as eu à 24 ans. Aujourd'hui, pour toi, est-ce que Internet, justement pour cet apport culturel-là, il est positif pour les jeunes? Qu'est-ce que tu vois de négatif? Qu'est-ce que tu vois de positif en Internet aujourd'hui de ton côté, toi? Mais ça, c'est pareil quand je te dis que je suis trop vieux. Pour moi, c'est. Ouais, mais t'es sur les réseaux sociaux, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'utilisation qu'en font les jeunes d'aujourd'hui, pour moi, c'est abstrait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma fille qui ne prend pas un livre. Je ne comprends pas ma fille qui ne va pas au cinéma ou qui. Voilà, je ne comprends pas. Mais évidemment, moi, je suis entre deux histoires. Moi, je suis l'histoire de. Il n'y a pas Internet, il y a Internet qui arrive. Donc moi, je suis encore en train de faire des choses sans mon téléphone, sans Internet. Mes filles, elles sont plus. Voilà. Donc il faut les écouter. Moi, ce que je leur conseille à mes filles, c'est de comprendre le monde dans lequel on est et que le téléphone portable, l'écran, je ne sais plus comment on appelle ça, tous les visuels et tout, là, les couleurs et tout, c'est les gens de Las Vegas, les gens qui font les machines à sous qui ont créé ça. Les applications, tu veux dire? Oui. Les GAFA, là, les gens qui travaillent pour ces genres d'entreprises, leurs enfants ne vont pas là-dessus. Hein. Ouais, parce qu'il y a trop le côté addict est complètement développé et justement ils axent tout là-dessus dans le développement. C'est aussi la consommation. Quand moi je dis je suis de gauche, c'est pour aussi sortir de cette société de consommation. On est addict au pétrole, on est addict aux écrans, on est addict aux jeux, on est addict aux médicaments, on est addict à aller s'acheter des vêtements. Et pour sortir de ces addictions, c'est pas facile. Il faut éteindre son téléphone. C'est pas facile. Et les jeunes, ils ont tendance à se retrouver et pouvoir tout faire sur leur téléphone. Bah ouais, c'est ça en fait. Toi, t'as jamais pris cette habitude-là. T'es toujours resté. T'as toujours eu la discipline de pas être ultra dépendant des plateformes numériques. Je le suis trop. J'en suis conscient. Même moi, je le suis trop. J'essaie de faire mieux, faire moins. C'est pas facile, mais c'est possible. Hein. Je sais que tu es sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que tu vois de positif et qu'est-ce que tu vois de négatif en les réseaux sociaux en particulier? J'en sais rien. T'en sais rien? Honnêtement, j'en sais rien. Tu fais ta promotion, par exemple, quand tu sors des bouquins, parce que tu es écrivain aussi, tu t'en fais ta promotion. Ouais, pour la politique, ça t'a servi ou non? J'ai des copains qui n'ont pas ça. Autour de moi, il y a des gens, pas mal de personnes qui ont très peu et ils vivent très bien. Moi, je suis sûr qu'on peut faire sans. Je vais peut-être expérimenter un moment. Ouais, il y a une cure comme ça qui existe pour justement complètement se désapproprier tout ça. Il faut faire une cure pendant 1 mois. C'est pas facile, à ce qui paraît, mais j'essaierai peut-être aussi un jour parce que c'est vrai que moi, du coup, j'ai grandi avec ça. Ouais. Je sais pas faire sans, quoi. Clairement. Je vais te poser une question assez un peu philosophique, mais que je pose aussi à tous mes invités. Est-ce que le Vikash Dorasso jeune serait fier du Vikash Dorasso qu'il est devenu? Ouais. Franchement, j'ai fait ma carrière de footballeur. Quoi qu'il arrive, je pense que faudra vérifier. Vérifions. Je suis un des seuls, un des premiers joueurs indiens à avoir fait une Coupe du Monde. Je suis un des premiers joueurs de foot à avoir été tête de liste à une grande élection, y être allé pour se battre pour les gens. Je suis fier de ce qu'on a fait avec Destinons Paris. Et puis là, continue ma vie avec mes enfants. Ouais, pas mal. Hein. Pas mal. Ouais, franchement, pas trop de casseroles, ça va, quoi. Et comme tu l'as dit, Décidons Paris, là, en tout cas, ça continue pas pour la suite des élections. Est-ce que tu prends ça comme un échec, comme une défaite, ou est-ce que tu gardes ce projet pour pouvoir le mener à bien dans d'autres élections ou sous d'autres formes, associatives ou autres? Non, j'ai été déçu de mon score parce que je suis un bâtard à gagner, quoi. Ouais. Mais hyper fier, quoi, hyper content. C'était une super expérience. On a rencontré des gens incroyables. C'était génial, quoi. Ah non, c'était fabuleux. Voilà, super belle expérience. J'ai beaucoup appris. Mais donc c'est fini là? Je sais pas trop là. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui là. On va discuter. Je sais pas trop ce qui va se passer là.
Il s'est passé quoi exactement aujourd'hui? L'annonce des... Ouais, l'annonce de... Comme moi, je suis pas qualifié au deuxième tour et que le deuxième tour va être joué. Ouais. Moi, je sais pas trop dans quelle position je suis là. Je vais savoir plus tard, on va discuter. D'accord, parce que t'es associé, c'est ça, pour Décidons Paris? Vous Ouais, êtes je suis deux? dans Décision Paris soutenu par la France Insoumise et moi, comme mon arrondissement n'est plus en course, je sais pas ce que c'est Décision Paris, parce que Décision Paris a été construit pour les élections municipales. Donc l'élection municipale se termine. Tu vois, donc on va être obligé de se poser la question de ce qui va se passer, quoi. Ok, et donc tu as des plans pour la suite? Tu sais à peu près ce que tu veux faire ou... Bah, moi, je suis sous contrat déjà avec l'équipe. Oui, c'est vrai que tu es journaliste aussi, bien sûr. Ouais, je suis chroniqueur, consultant pour la chaîne L'équipe, donc dans l'équipe d'Estelle. Pour l'instant, il n'y a pas de foot, on travaille pas, voilà. Et puis donc ça va reprendre. Et puis j'ai une BD qui sort bientôt là, dans quelques mois, une BD qui s'appellera Perds pas la boule. Et c'est sur ma vie, quelques scénettes. Et la dessinatrice s'appelle Émilie Glison, qui est une dessinatrice belge qui avait vécu au Mexique et qui a fait une BD récemment qui s'appelle Tête de Coco, qui parle de son frère autiste. Donc voilà, elle m'a dessiné, elle a dessiné ma vie en petites scénettes un peu rigolotes. Génial. Donc ça sort. J'ai mon livre qui est sorti il y a quelques mois là, l'engagement expliqué à ma fille et ses potes du quartier. Donc voilà, ça c'est un super petit bouquin, c'est un livre d'entretien. Et puis il y a 2 ans, j'avais fait ma bio aussi qui est sortie, qui est comme ses pieds. Donc voilà, il y a encore de l'actualité. Moi, je continue à réfléchir aussi pour la suite politiquement et socialement aussi. Ça peut être une asso, ça peut être continuer politiquement. Voilà, ce sera forcément tourné vers les classes populaires, vers les plus précaires, voilà. J'ai remarqué quelque chose, là tu m'y as fait penser vraiment à l'instant, et j'ai eu un peu moi cette sensation aussi, parce qu'en gros je suis youtubeur depuis des années, etc., et j'avais un peu stoppé, donc j'avais mis un peu fin à tout ça pour me retrouver humainement, parce que effectivement quand on est dans une bulle pendant 8 ans à penser qu'à ça, c'est pas forcément évident, c'est bien de se retrouver un peu humainement. Et là, dans tout ce que tu m'as cité, des activités que tu fais, il y a presque que des activités dans le domaine public. Est-ce que quand on a une notoriété de footballeur international, etc., et qu'on a la carrière que tu as pour être cru, on a une dépendance, on crée une dépendance à la notoriété et à la vie publique? Ah, peut-être. C'est une bonne question. Bah oui, c'est sûr que j'ai joué au foot dans des stades pleins, je suis passé à la télé, je t'ai reconnu dans la rue. C'est pas anodin si je crée une asso, si je fais de la télé, c'est pas anodin si je veux m'engager politiquement, mais c'est aussi quand même, je veux dire, cet engagement politique, il est tourné vers les autres. Il y a toujours ce truc, c'est une phrase d'Idriss Aberkane que j'aime bien, qui dit que il faut mettre l'ego au service du projet et pas le projet au service de l'ego. Et c'est une phrase que j'aime beaucoup. Et d'autant qu'en plus, à mon avis, quand tu étais footballeur pendant des années, même si tu joues pour l'équipe, c'est très individualiste comme sport. En réalité, si on prend un peu de recul, on regarde, les joueurs sont quand même très en compétition, etc. Donc en gros, t'accumules tu as bien gagné ta vie, donc t'accumules une certaine fortune, t'accumules un ego de par ton statut de footballeur. Et à un moment donné, tu dois te poser la question et te dire, en fait, ça sert à quoi tout ça? Est-ce que j'ai vraiment fait du bien aux gens? Et tu as dû du coup te dire, à un moment donné, on va mettre ça, on va appliquer des choses pour que je puisse donner maintenant un peu de mon temps et de ce que j'ai créé pour les autres. En tout cas, j'ai jamais fait de mal à des gens, moi. Je suis genre de foot. Hein. En plus, le divertissement apporte quelque chose. C'est subjectif. Puis de toute façon, nous, les joueurs de foot, on est des gens gentils. Hein. On va pas casser 3 pattes à un canard. Non, bien sûr. Les méchants, je sais qui ils sont. Hein. Je sais où ils sont. Est-ce que tu peux nous balancer des noms? Il tue des gens sur la planète. Hein. Il y a des guerres. Hein. Nous, on participe pas à ça. Hein. Ouais. Il y a des gens qui je sais pas moi, qui volent nos politiques, par exemple, Delavoye qui a porté la réforme des retraites. Il était dans tous les CA de toutes les entreprises du CAC 40 limite, quoi. Donc ce que ce mec-là faisait avec notre argent, l'argent public, ça c'est grave, oui. Mais t'as compris l'idée que je disais pas que vous étiez méchant, au contraire, je disais que
comme tu disais on parlait de l'individualisme, etc. Je sais plus exactement dans quel détail, mais tu disais que tu avais envie d'apporter aux gens, quoi, tout simplement, et de donner un peu de ta personne, quoi. Et ce que je trouve normal et compréhensible. Moi aussi, plus tard, là, je construis ma carrière. Je suis jeune, j'ai 23 ans. Et après, j'aimerais bien quand même prendre un peu de tout ce que j'ai créé pour faire en finalité du bien autour de moi, quoi. Donc c'est un chemin que je trouve cool. Bon, merci beaucoup, Vika. Merci à toi, c'était chouette. Ouais, c'était super. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais envie de te demander. Petite dernière question, je te l'ai déjà plus ou moins posée tout à l'heure, mais si tu avais un mot à dire, si tu avais je sais pas, des centaines de jeunes en face de toi, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est très large, mais je te laisse. Et je leur dirais, tu en as parlé tout à l'heure un peu, tu parles de ta jeunesse, tu parles de... En fait, il faut se politiser. Il faut se politiser. Les gamins, par exemple, quand... il faut s'informer, il faut savoir ce qui se passe autour de vous, parce que le monde va changer. Et c'est vous qui allez souffrir du monde que nous, ce monde avec lequel on a abusé. Alors la planète... Écologiquement, ouais, voilà. Ouais, pour tout. C'est pour tout. Et donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'était la restriction de nos libertés. Moi, j'ai 46 ans, je suis restreint à 46 ans. Ma fille, elle est restreinte à 18 ans. Moi, j'ai déjà profité 30 ans de plus qu'elle. Parce qu'aujourd'hui, il a fallu... Tu l'as mal vécu, le confinement ? Ah évidemment, oui, j'ai très mal vécu, mais bon, dans des conditions plutôt cool. J'ai déjà mal vécu, donc j'imagine que des gens pour lesquels c'était beaucoup plus dur, comment ils ont dû souffrir. Donc ma fille, aujourd'hui, je la vois, elle a 18 ans, il faut qu'elle s'informe, il faut savoir dans le monde dans lequel on vit et le monde qui va arriver pour pouvoir être actif. Voilà, soyez actifs. C'est pour ça que notre campagne La Décision Paris, elle avait été tournée vers la jeunesse. Comment les faire inscrire sur les listes et comment les pousser à aller voter. Pendant la marche climat, Greta Thunberg, elle a montré l'exemple en mobilisant beaucoup la jeunesse, et la jeunesse est descendue pour militer pour la planète, mais par contre ils n'ont pas passé le cap sur la politique. Moi je pense qu'il faut que cette jeunesse se politise. Et t'as pas peur que ça les divise? Peut-être. Joker. Non, ça peut les diviser, mais okay. C'est à vous qu'on laisse cette planète qui... C'est vrai. Mais je suis pas sûr que, en fait, le sujet environnemental n'est pas forcément obligé d'être politisé, en fait. C'est ça le truc. Enfin, là, je prends ça parce que je pense que tu parlais beaucoup de ça quand même. Quand tu disais que c'est à nous qu'il fallait faire changer les choses, évidemment, il y a plein de choses à changer. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a en premier lieu l'environnement. Et je suis pas sûr que ça soit forcément qu'on soit obligé de politiser l'environnement, en fait. Ça devrait être quelque chose d'inné d'inclure pour les jeunes qui arrivent, et ça devrait être quelque chose d'inné, en fait. C'est vrai que moi j'ai 23 ans, je suis né en 96. Quand je suis né, on m'a pas dit ouais, il faut pas jeter les mégots par terre, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Maintenant, je commence à l'assimiler, depuis un petit moment maintenant, et je pense que les gens l'assimilent petit à petit, mais c'est vrai que quand on n'a pas eu ces habitudes-là depuis tout petit, je prends par exemple même quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, lui dire de changer ses habitudes du jour au lendemain, c'est pas possible, mais ça se fera petit à petit. J'espère. Cool. Merci beaucoup, Vikash, c'est cool. Plus, ciao. Ciao, merci pour tout. Ciao.